Si vous avez été sur Internet récemment, vous avez sans doute vu passer cette couverture-là. Un jeu de rôle qui vient de sortir, dont tout le monde parle, Dagger Heart. C'est quoi exactement Dagger Heart et est-ce que vous devriez vous y intéresser? Je vais vous en parler en plus de vous présenter toutes mes découvertes du mois. Tous les jeux que j'ai testés, que j'ai lus, que j'ai essayés. Alors je vous partage aujourd'hui toutes mes découvertes rôlistes récentes et sans plus tarder, c'est parti! C'est quoi Dagger Heart? C'est le nouveau jeu de rôle de Darrington Press, la maison d'édition de Critical Role. Critical Role, c'est une bande d'acteurs, de voix qui font du voice-over aux États-Unis et qui ont le stream de jeux de rôle le plus connu au monde. Mais on le sentait, ce qui manquait à l'Empire Critical Role, c'est un jeu de rôle bien à eux. Candela Obscura était paru l'an dernier avec un succès mitigé. Alors là, cette année, Dagger Heart était très attendu. On est dans un jeu de rôle assez classique. Si vous avez joué à Donjon Dragon, vous savez comment jouer à Dagger Heart. Vous créez votre personnage en choisissant votre classe, votre héritage, donc votre race, votre espèce, et finalement vos expériences, votre background. Qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie? Vous créez votre personnage avec des habiletés standards. Vous avez physique, agilité, intelligence. On est vraiment en terrain connu. Mais ici, plutôt que de lancer un D20 pour obtenir un niveau de difficulté, on va lancer 2D12. Donc 2D à 12 faces. Quand votre MJ vous demande de tenter de surmonter une épreuve, vous lancez les dés de Dagger Heart, vous additionnez les deux résultats sur les dés et vos éventuels bonus d'attributs, et vous essayez de battre un niveau de difficulté. Puis, étonnamment, 2D12, c'est un range qui est très similaire à un D20. Donc les niveaux de difficulté ressemblent beaucoup à ceux de Donjon Dragon. 5, 10, 15 pour quelque chose de moyen, tu sais, on est en terrain connu vraiment ici. La twist, c'est que ces dés-là ont deux couleurs. Chacun des dés que vous lancez représente la dualité de votre existence. Vous avez le dé d'espoir qui va représenter est-ce que votre héros croit en l'avenir, est-ce qu'il peut y arriver, est-ce qu'il va surmonter les difficultés, et vous avez le dé de terreur, le dé de fear. Et quand vous lancez votre test, vous regardez lequel des deux dés a le résultat le plus élevé. Donc ça se peut que vous réussissiez, que vous soyez capable de réussir l'épreuve, mais vous devez annoncer que vous réussissez avec terreur, parce que votre dé de terreur a une valeur plus élevée. Donc oui, vous atteignez votre but, mais il y a quelque chose qui se passe. C'est là où le jeu de rôle a beaucoup été décrit comme un jeu de rôle qui met le drame en premier. Donc oui, c'est un jeu de rôle d'action avec des combats, des poursuites, des intrigues, mais en même temps, on va vraiment être à la merci des dés pour raconter cette histoire-là. Parce qu'on peut réussir avec espoir, on peut échouer avec espoir, et on peut échouer avec terreur. Oh boy. Et ce qui est super important, c'est que le résultat des dés va aussi vous fournir une ressource importante du jeu, l'espoir pour les joueurs et la terreur pour le maître de jeu. À chaque fois qu'un joueur roule avec terreur, il va donner un point de terreur au MJ. Vous pouvez compter ces points-là avec des petites billes, avec des marqueurs, vous les placez près de votre écran de jeu, et tous ces petits jetons de terreur vous donnent des ressources pour mener la vie dure à vos joueurs. Et les joueurs, eux, peuvent dépenser leurs points d'espoir de toutes sortes de façons pour activer des super pouvoirs sur leur fiche de personnage ou même faire des super méga moves d'équipe. Donc oui, le jeu donne beaucoup de place à l'histoire, à des revirements dramatiques, mais en même temps, on n'est pas dans un jeu purement narratif à la Powered by the Apocalypse. J'ai vu des gens qui disaient sur Internet que Dagger Heart était un jeu simple. C'est un jeu dans lequel il y a énormément de règles. Ça va vraiment nous rappeler Donjon Dragon, dans le sens que dès le niveau 1, votre personnage, de par son origine, de par son espèce, de par sa classe, va peut-être avoir 3, 4, 5 habiletés uniques. Puis c'est des habiletés mécaniques qui sont très clairement encadrées par les règles. Il y a un crunch mécanique où on n'est pas uniquement dans on raconte ce qui se passe puis tout est possible. Non! Il y a des règles claires qui encadrent ce que le MJ peut vous balancer comme menace et qu'est-ce que les joueurs peuvent faire pour
survivre. Parce que tu sais, quand tu t'en vas affronter une petite bande de gobelins puis que tu vois que le maître de jeu a une banque de 8 terreurs, t'es comme oh là 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 là, ça sera pas de la tarte. Il n'y a pas d'initiative non plus. Les joueurs agissent dans l'ordre qu'ils veulent. Alors si vous êtes dans l'action puis que un de vos joueurs décrit justement que il n'attend pas le speech du gros méchant et il l'attaque avec son arme, ben parfait, roule avec physique puis on va voir ce que tu obtiens. Tu le décris, on le joue. Moi j'adore ça. Je trouve que c'est tellement frais. Puis je trouve que tous les jeux de type Donjon Dragon se sont un peu enfermés dans cette mentalité-là qu'on a besoin de l'ordre d'initiative. Mais c'est tellement étonnant comment c'est fluide quand il n'y a pas d'initiative et que c'est juste « Ok, agis. Ah, toi, t'as une idée? Ok, agis. Oh, t'as roulé avec terreur? Je vais jouer. Maintenant, c'est mon monstre qui part à l'action. Puis je dépense une terreur pour faire agir un autre monstre. » Tu sais, il y a tellement d'idées géniales dans Daggerheart. Mais je pense que vous avez peut-être aussi commencé à identifier est-ce que c'est un jeu pour vous ou pas. Parce que je suis convaincu que Daggerheart va être le jeu parfait pour certains. Puis que certains vont rebondir très 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 fort sur la proposition. C'est-à-dire si vous êtes vraiment des theater kids, des amateurs de théâtre, d'histoire, de narration et tout ce que vous voulez, c'est raconter une histoire, ne pas vous empêtrer dans les règles. Ben Daggerheart va vous demander de lire un livre de règles de quand même 400 pages. C'est pas un petit système qui se roule sur un coin de table avec des gens qui ont jamais joué. Oui, mais ça va demander un peu d'investissement. Les gens vont devoir lire des règles. Et de l'autre côté, si vous êtes un groupe de joueurs assez compétitifs qui aimez avoir un ensemble de règles super précis, vous risquez de vivre quelques frustrations avec le fait qu'il y a des zones du jeu qui sont laissées très libres au groupe. C'est comme du Ultimate Frisbee un peu. Il faut que tu assures toi-même ton propre arbitrage. Ça demande beaucoup de maturité. Moi, j'ai vu des groupes de joueurs, justement, vivre quelques malaises avec cette structure d'initiative-là. C'est-à-dire, des fois, il y a un joueur qui a beaucoup de bonnes idées, puis qui agit beaucoup dans un combat. Je veux dire, dans Daggerheart, c'est 100% possible que tu joues pas du tout dans un combat. Si t'as pas d'idée puis tu dis rien, ça se peut que tu restes là puis tu regardes les autres jouer, là. Et comme maître de jeu, il faut accepter aussi qu'il est possible que les dés vous entraînent dans des zones imprévues. C'est difficile, ça. Parce que des fois, tu penses que ça va être le combat du siècle, mais les joueurs ont plein d'espoir et tu peines à récupérer la narration parce que personne ne roule avec terreur, Seigneur. J'ai vu beaucoup de gens aussi qui disent « Ah, ça a l'air compliqué avec les cartes. » Mais tu sais, les fameuses cartes, il y a des cartes à jouer là, dans le jeu. C'est juste des rappels des règles. Vous pouvez 100% jouer à Daggerheart avec juste la feuille de personnage puis vos petits pouvoirs écrits sur un post-it ou sur une carte. Là. Vous pouvez! Fait que les cartes sont 100% facultatives. Et le plus beau avec ça, c'est que Daggerheart a un SRD gratuit en ligne. Fait que si vous n'êtes pas sûr, vous voulez juste aller survoler, vous pouvez aller sur le site que je vais mettre dans la description et vous pouvez avoir accès à toutes les règles gratuitement et même produire du contenu pour Daggerheart. Fait que ça, c'est extraordinaire. Il va même avoir un générateur de cartes. Vous allez pouvoir customiser vos propres cartes avec vos pouvoirs. On voit que ça a été écrit par des passionnés d'histoire, de drames, de personnages, mais que c'est des gens aussi qui tenaient à avoir des règles pour supporter ces histoires-là. Que ça reste un jeu avec des règles, puis des histoires, puis des règles. Et pour ceux qui sont au Canada, le jeu, à partir du 3 juin, va être disponible vraiment pas cher en ligne sur une boutique dont je ne veux pas nommer le nom. Mais vous pouvez sans doute le trouver. Fait que si vous googlez Daggerheart, vous risquez de trouver des très bons prix pour acheter le livre et l'essayer. Moi, en tout cas, c'est un des jeux qui m'a le plus excité dans les derniers temps. Parlant de Powered by the Apocalypse, on est retourné dans notre partie de Root, le jeu de rôle. C'est notre ami Pierre-Philippe qui a repris nos personnages de Root. On avait joué en 2020 avec le kit de démarrage. Et on a repris les mêmes personnages et leur aventure. Et c'était vraiment le fun. La partie est sur notre chaîne YouTube, si ça vous intéresse. Mais en gros, Root, c'est un jeu de rôle inspiré d'un jeu de société, dans lequel on est dans une petite clairière médiévale où il y a une guerre qui déchire plusieurs factions. Tu sais, il y a un feel un peu Game of Thrones, survie politique, rébellion, sauf que ce ne sont pas des humains, ce sont des petits animaux adorables.
Et c'est tellement intéressant parce qu'on dirait que ça donne une dimension qui te permet plein de choses. J'aime énormément les jeux de guerre. J'aime cette idée-là de plonger des personnages dans une des situations les plus atroces qu'on peut imaginer. Mais en même temps, ça me déprime. Tu sais, Twilight 2000, là, des fois, j'étais comme « Oh my God, je pourrais pas jouer avant que l'invasion de l'Ukraine soit finie parce que ça me déprime trop, genre, d'imaginer à quel point ce jeu de rôle-là est proche de la réalité du monde moderne. » Mais le fait de jouer avec des petits animaux dans un monde fantastique, un peu éloigné du nôtre, c'est comme si ça nous permettait d'explorer ces sphères-là avec un peu plus le cœur léger. C'est sûr que ça reste très dur. Surtout Pierre-Philippe, il nous fait explorer des scènes assez rough. Mais j'adore les playbooks aussi. Les playbooks, ce sont un peu l'équivalent des classes dans Powered by the Apocalypse. Fait qu'il y a plusieurs façons d'approcher le monde. Et chacun de ces personnages-là est aussi pensé pour s'inscrire dans le conflit militaire. T'sais. Comment tu survis dans cette guerre-là, toi? Est-ce que t'es un combattant? Un défenseur? Est-ce que t'es juste un scélérat? Le playbook que tu choisis va ensuite te donner des pouvoirs qui te permettent d'aller dans ce sens-là. Moi, j'avais une armure de chance quand je plongeais dans une activité dangereuse sans réfléchir à aucun plan. Fait que ça te pousse à jouer de cette façon-là. Vous voyez, les mécaniques vont vraiment t'encourager à avoir un certain comportement. C'est comme l'histoire et les règles vont main dans la main. Reste que pour un Powered by the Apocalypse, Root est un peu plus corsé, un peu plus complexe. Il y a toutes sortes de petites règles pour la maîtrise des armes, des règles pour des engagements militaires. Fait que c'est pas le genre de Powered by the Apocalypse où tu as juste 5 basic actions. Tu sais, des moves de base qu'ils appellent. Là. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu essaies d'affronter un danger? Est-ce que tu aides un ami? Là, t'as quand même un vaste éventail selon la situation. Je trouve que Peppa a été très bon là-dedans, puis je vous encourage à le faire si vous voulez explorer un Powered by the Apocalypse. C'est de pas vous enfarger dans les fleurs du tapis. PBTA, c'est vraiment un jeu où l'histoire prime sur les règles. Fait que si vous n'êtes pas sûr d'une règle, ou si les règles sont un peu confuses, comme c'est souvent malheureusement le cas dans un PBTA, les quelques règles qui sont dans le jeu, des fois, sont pas toutes créées égales. Il y a des règles qui sont un peu compliquées pour rien, à mon avis, dans les PBTA. Pas tous, mais dans Root, oui. Fait que ça vaut la peine d'écarter les règles qui vous semblent nuire à l'histoire. Rapidement aussi, parlant de petits animaux, on l'avait joué il y a 2 ans, je crois, mais là on a reçu les livres. C'est Donjons et Chatons. Donjons et Chatons, c'est probablement un des plus beaux livres de jeux de rôle en français que j'ai eu en ma possession. C'est tellement beau! C'est des petits chats qui vivent des aventures fantastiques dans un monde de magie, dans un monde à explorer, à découvrir, avec toutes sortes d'animaux. Ça rappelle Root un petit peu, mais dans un monde qui est beaucoup plus accessible pour la famille. Les règles sont beaucoup plus simples. Tu as un système où tu lances toujours 3 dés à 6 faces. Et selon tes différentes habiletés, il y a costaud, mignon et malin. Tu vas avoir un chiffre. Puis ça, c'est, mettons que tu as un 3 en malin. Quand tu lances tes 3d6, il faut au moins qu'il y ait un des dés qui soit un 3 pour que ça soit considéré un succès. Moi, je joue avec des enfants. Puis ma fille qui a 10 ans est encore super connectée avec cet univers-là. C'est pas trop enfantin. C'est pas un jeu qui est bébé. Fait que oui, moi, je pense que c'est un super bon point d'accès pour une famille qui voudrait s'initier au jeu de rôle. Et j'ai commencé leur campagne qui s'appelle « Aux sources de la magie ». C'est une bonne aventure quand même. Hein? Ils disent que chaque petit chapitre là-dedans peut se jouer en 2-3 sessions. Fait que vous en avez peut-être pour une dizaine de sessions, une douzaine de sessions. C'est intéressant, c'est vraiment une espèce de origin story. Fait que les héros sont plongés à essayer de découvrir les origines de ce monde de petits minous. Qu'est-ce qui fait que les chats parlent, que les animaux sont conscients? Il y a des petits dungeon crawl assez sympathiques où on va explorer des laboratoires d'humains anciens. Je pense qu'ils appellent les grands tout nus. Ces espèces de... C'est les humains, là. Tu sais, c'est la civilisation passée dans Donjons et Chatons, c'est nous. Un petit côté un peu planète des singes, là. Je trouve que
Tu sais, j'avais fait beaucoup de one-shot de Donjons et Chatons, mais là, de faire quelques sessions de jeu, je, je pense que moi, comme MJ, ça me demande à un moment donné d'être créatif pour essayer de renouveler le système. Le système est assez simple. Fait qu'il y a un petit côté un peu répétitif par moment où tu as l'impression de souvent demander à tes joueurs de bon ben lance les dés puis avec une relance. Ah ben lance les dés avec un dé de plus. Fait que là tu vois moi c'est ça, c'est un peu où j'en suis là, essayer de trouver des façons de renouveler l'expérience. Fait qu'on mise un peu plus sur l'histoire que sur les mécaniques. Mais c'est très bon. C'est super beau. Free League nous ont envoyé des PDF. Fait qu'on les salue, on les remercie. D'un supplément pour le jeu One Ring. Ça s'appelle Keepers of the Elven Rings. C'est des suppléments pour One Ring, le jeu de rôle dans l'univers du Seigneur des Anneaux, et pour le Seigneur des Anneaux 5e édition. Fait que c'est une façon de jouer à Donjon Dragon, mais dans l'univers du Seigneur des Anneaux. Ces deux suppléments-là nous présentent les royaumes elfiques de la Terre du Milieu. Fait que c'est toutes les informations que vous avez besoin pour pouvoir explorer Linden, pouvoir explorer Foncomble, tous les empires des elfes et ce qu'il reste des elfes à la surface du monde. Parce que c'est un empire qui graduellement s'efface, disparaît. Les elfes sont en train de quitter notre monde. Ben, pas notre monde, là. Je suis pas Aragorn, là. Tu comprends ce que je veux dire? On nous parle des personnages, les personnages importants de ces différents empires-là. Fait que familiarisez-vous avec eux parce qu'ils sont là pour rester longtemps. On se rappelle que les elfes sont pratiquement immortels. Et on a même les statistiques pour les 3 anneaux des elfes. Fait que je suis partagé parce qu'en même temps, je trouve ça vraiment cool de peut-être trouver une façon que mes joueurs se retrouvent en possession d'un des anneaux elfiques. Un des anneaux qui permet, par exemple, de contrôler la météo. Mais en même temps, c'est tout le temps tough de prendre un objet comme ça, légendaire, mythique, puis de le réduire à un petit stat block avec quelques pouvoirs bien définis. Mais en même temps, c'est fucking awesome. Il y a 3 aventures aussi, un pour chacun des royaumes, et ce sont des plans fomentés par Sauron pour graduellement affaiblir l'influence des elfes. Fait que c'est vraiment cool comment les aventures sont écrites, parce qu'elles sont présentées de façon comme un emploi du temps. Fait que c'est pas nécessairement comme un donjon ou une aventure de jeu de rôle par chapitre en faisant « Ben faites cette aventure-là, après ça vous allez être rendu à ce lieu-là. » Non, non. C'est comme ça vous présente le méchant, qu'est-ce qu'il est en train de faire, comment son influence va graduellement venir, jour après jour, année après année, gruger la région. Et qu'est-ce que vos joueurs peuvent faire pour l'arrêter, le ralentir et éventuellement le confronter. J'ai trouvé que ces aventures-là étaient super bien écrites, très inspirantes. Ce serait un très bon point de départ pour une campagne de l'anneau unique. Fait que si vous avez fait le kit de démarrage, puis vous voulez peut-être envoyer vos joueurs dans une campagne avec un souffle un petit peu plus important, ça peut être vraiment cool, surtout si vous êtes intéressé par la question elfe. Et puis les elfes, c'est cool. Et pour finir, on a joué aussi au jeu de rôle de Monty Python. Ben oui, Monty Python, Monty Python. C'est un groupe d'humoristes britanniques qui ont œuvré beaucoup dans les années 70. Puis c'est des tannants absurdes. Je sais pas si vous avez vu Holy Grail, qui est une espèce de film, parodie de Arthur et les Chevaliers de la Table Ronde, mais c'est tellement niaiseux. Puis oui, des fois on est dans le médiéval, mais des fois on est rendu dans un talk show télé. À la fin, tout le monde se fait arrêter par des policiers, puis tu te demandes si tout le long t'étais pas en train d'halluciner dans un grandeur nature. Le jeu de rôle te donne beaucoup de pistes pour créer une aventure médiévale qui va dans ce sens. Le jeu est assez flyé. Le maître de jeu doit jouer un personnage. Puis pas un personnage du genre tu joues un personnage avec les autres, non. Tu n'es pas Pierre-Louis quand tu animes le jeu de rôle. Tu prends le persona d'un membre de l'Inquisition espagnole, un lama, un ancien animateur de télé, et c'est cette personne-là qui vient animer la partie de jeu de rôle pour tes amis. Et là, c'est tellement méta, parce que si tes joueurs font des choses qui fâchent ton persona, par exemple, moi, quand ça fait trop longtemps qu'on n'a pas parlé du pape, je me fâche, parce que je suis un membre de l'Inquisition espagnole. Fait que quand les joueurs comprennent ça, ils se mettent à jouer en faisant comme « Ah, qu'est-ce que le pape ferait dans cette situation-là? » Tu sais, fait que tu pousses tes joueurs à avoir un comportement méta spécifique. Et par exemple, moi, mon maître de jeu,
détestait les sacres et les anglicismes. Donc, dès qu'un joueur s'empêtrait dans son langage, ben là, soudainement, j'y donnais des points de démérite. Et quand tu atteins un certain nombre de points de démérite, on roule sur une table de réprobation. Et selon le maître du jeu que tu joues, il y a différents types de réprobation. Ça peut être d'envoyer un des joueurs en prison, de l'écraser avec un pied géant, qu'il y a une attaque soudaine de Templiers. Tu sais, c'est tellement absurde. Mais on a eu beaucoup de plaisir. C'était très drôle. On joue avec une chaîne de dés. Fait que si tu as un des 6 en bravoure, ben à chaque fois que tu veux faire quelque chose de brave, tu roules un des 6 et tu dois obtenir un résultat déterminé par le maître de jeu. Mais si tu obtiens le plus haut résultat sur ton dé explose. Et là, tu roules un dé 8, après ça un dé 10, et graduellement, ta compétence va évoluer. Fait que tu vas rouler un dé 10, un dé 12, un dé 14, oui, un dé 14, des 16, des 18, oh my god, je trouve ça un fucking dé 18. Fait que oui, pour ceux qui ont joué à Dungeon Crawl Classic, ce sont les Funky Dice qu'il vous faut pour jouer à ce jeu-là. La seule affaire qui m'a tellement fâché, c'est que les dés 18, ça se trouve pas nulle part. C'est uniquement des dés custom faits pour le jeu de rôle de Monty Python. Ce système-là, il est un peu... oui, il est simple, intuitif, ça se joue bien. Puis quand tu roules le maximum, t'es tellement content de rerouler un autre dé, peut-être même rerouler un autre dé. Tu sais, moi j'ai un joueur qui est passé de 1 des 4 à 1 des 6, 1 des 8, puis il était comme... Mais en même temps, ça aussi, ça devient un petit peu répétitif. On est un peu limité dans ce que mécaniquement... ça nous donne comme nourriture pour faire un jeu de rôle. Ça me semble être un jeu parfait pour des one-shots. Je sais pas si je ferais une campagne de ça, mais écoute. On a joué, on a eu beaucoup de plaisir, c'était très flyé, très sauté. Si vous voulez voir notre partie de Monty Python, on a fait la game expressément pour les gens qui soutiennent notre festival. Parce que oui, on fait un festival cet été et on est en pleine campagne de levée de fonds. Fait que si tu veux nous aider, tu peux acheter un t-shirt, tu peux acheter la fameuse partie de Monty Python. Et en plus, ce festival-là, il va être 100% gratuit grâce à la levée de fonds. Fait que c'est une super belle façon de juste offrir le jeu de société à la communauté. La campagne se poursuit encore pour cette semaine, fait que c'est votre dernière chance, s'il vous plaît. Adidou! Et pour finir, dans mes petites annonces ludiques, j'aimerais juste souligner qu'il y a 2 super beaux livres qui vont être lancés sur Kickstarter par Free League à partir du 3 juin. C'est Arcane City of Waves plus le grand livre de magie. C'est 2 suppléments pour Dragonbane, le fameux jeu de rôle suédois, inspiration vieille école, qui est vraiment solide. Donc Arcane semble être un supplément où il faut explorer une cité portuaire mystérieuse, et le grand tome de magie va vous donner des nouvelles options pour jouer des personnages qui vont lancer des sorts de la magie. Alors voilà Internet, c'était mon petit survol de ce que j'ai testé au fil du dernier mois. Je suis curieux, vous, à quoi vous jouez? C'est quoi vos découvertes du dernier mois? N'hésitez pas à laisser en commentaire vos coups de cœur, vos découvertes. Je vais essayer d'aller jeter un œil là-dessus. Et que d'ici là, je vous souhaite de bien vous reposer, prenez soin de vous, et on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo.